Bonjour, je m'appelle Simon Icard, vous êtes les bienvenus dans Soluble. Aujourd'hui, je veux comprendre comment l'agriculture doit et peut s'adapter au réchauffement climatique qui est en cours. Les défis sont immenses, mais vous allez l'entendre, les solutions existent. Bonjour Serge Jacquat. Et bonjour à tous. Tu es ingénieur agronome, un docteur en agroclimatologie. Tu as fondé Agroclimat 2050 et tu as créé le premier service cartographique agroclimatique. Tu nous diras de quoi il s'agit dans l'épisode. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est en France. Tu as les instruments pour deviner à quoi l'agriculture va-t-elle être exposée dans les années qui arrivent et notamment à l'horizon 2050. Tu es aussi l'auteur chez HarperCollins de Orage sur le climat, un livre sous-titré L'agroclimatologie ouvre un espoir pour notre avenir sur Terre. Alors je pose vite le contexte parce qu'il compte, cet été nous a déjà mis une claque, on peut dire. Depuis la fin mai, la France a vécu déjà 3 vagues de chaleur d'affilée. La première c'était le 22 mai, un événement millénaire selon le climatologue Christophe Cassou. La deuxième vague, vous vous en souvenez sûrement, si vous êtes en France, c'était du 17 au 30 juin. Elle a fait tomber tous les records, notamment les 24 et 25 juin, qui étaient devenus les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, jusqu'à 43,8 degrés ce jour-là à Saintes. 72 départements en vigilance rouge le même jour. C'était une première depuis que les cartes de vigilance canicule étaient éditées par Météo France et avec la sécheresse qui s'installe, les incendies ne sont plus seulement une affaire méridionale. Au 13 juillet, 32 000 hectares avaient déjà été parcourus par le feu en France depuis janvier. Alors, le tableau est sombre, c'est plus que sur toute la saison 2025. Les incendies remontent vers le nord. Et le 9 juillet, pour être complet, et vous allez bien comprendre dans cet épisode pourquoi je le mentionne ici, le Haut Conseil pour le climat a publié un verdict sans appel. La France n'est pas prête et doit changer d'échelle. Alors, en première ligne, notre agriculture, on va en parler ensemble. 89 milliards d'euros, l'agriculture en France, première puissance agricole d'Europe, mais des défis immenses. Comment ce secteur vit-il déjà le changement climatique? Comment se prépare-t-il au climat de demain? Un demain proche, puisque l'État français retient une trajectoire de réchauffement de plus 2,7 degrés en 2050, plus 4 degrés en 2100. Serge, tu l'as compris avec cette introduction, j'aurais plein de questions concrètes à te poser. On va bien sûr parler des solutions, mais tu le sais, en début d'épisode, je me montre toujours curieux du parcours de mes invités. Tu as commencé par les orages. Les orages ne te quittent pas d'ailleurs, mais gamin, tu les chassais déjà. Comment on passe de la passion pour la photo d'orage à un doctorat en agroclimatologie? Parle-nous un peu de toi. Alors, le parcours est assez simple au final. C'est vrai qu'agro-climatologue, c'est un mot un peu barbare, mais le parcours est assez simple, puisque j'ai commencé à me passionner pour la météorologie à l'âge de 9 ans, effectivement par la chasse à l'orage notamment, et je fais partie de l'association InfoClimat, j'en suis vice-président. C'est l'association à but non lucratif des passionnés de météorologie de France. Et rapidement, avec cette passion, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Pas que je fasse vivre que de ma passion, c'est-à-dire faire de la météo et du climat, mais de l'appliquer peut-être à l'architecture, à la santé humaine ou animale, à la forêt, à l'agriculture. Et j'ai décidé de faire agronomie pour pouvoir appliquer mes connaissances de météorologie sur l'agriculture. Donc j'ai fait ingénieur agronome et puis ensuite j'ai rejoint à la fois ma passion et mon cursus scolaire dans un diplôme d'agrométéorologie. Donc j'ai fait une thèse en agrométéorologie. C'est assez simple, hein. Une passion, un métier, et on regroupe les deux pour en faire son métier. Et on peut dire que tu ne manques pas de travail avec cette époque et notamment l'horizon du changement climatique qui s'accélère. Mais il y a un moment dans ton parcours où le scientifique est devenu un lanceur d'alerte. Quelque chose t'a-t-il décidé à un moment? Tu t'es dit, je vais sortir de mes travaux scientifiques seulement, de mon petit monde. Il faut que je parle de tout ça au plus de monde possible, y compris dans ce podcast. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre la parole sur ces sujets?
Alors, il est vrai que quand on veut devenir chercheur, c'est souvent académique. Travaille sur des publications scientifiques dans des centres de recherche en anglais, qui sont pas forcément accessibles par le grand public. Et j'ai réalisé, parce que dans mon métier, on n'a pas besoin toujours d'être dans un centre de recherche. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, de regarder la date de chant des cigales, on peut regarder la date de floraison des cerisiers, on peut regarder la chute des feuilles pour les arbres en été, les incendies, également pour les feux de forêt. On peut regarder les rendements agricoles, les dates d'implantation, la production prairiale pour la prairie, les pertes de production de lait pour les animaux d'élevage. Enfin, bref, c'est hyper concret mon métier. On peut le voir à travers la fenêtre quand on s'y intéresse. Et ce que j'ai réalisé quand j'ai fait mes études, c'est que les conséquences du changement climatique sur l'agriculture n'étaient pas forcément comprises, ni même discutées, ni même interprétées par les décideurs, que ce soit les maires, la région, le département, voire même le ministère de l'Agriculture, donc l'État, ce n'était pas forcément compris. Et donc, à partir du moment où on ne connaissait pas les résultats de recherche, on ne pouvait pas appliquer les décisions et les solutions qui soient adéquates. Donc, j'ai voulu sortir des centres de recherche parce que j'ai constaté au fil du temps que les solutions proposées par les chercheurs d'excellence française n'étaient pas lues ou même mis en place sur le terrain. Elles n'étaient même pas comprises. Donc, mon objectif, c'est de faire de la recherche et de la transférer aux décideurs pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions pour s'adapter. Des informations, des données, des clés et surtout donc les transmettre. L'agriculture, parlons-en, c'est le cœur de cet épisode. On répète que la France est la première puissance agricole d'Europe. C'est 17% de la production du continent. Mais concrètement, elle est faite de quoi cette puissance? C'est quoi le portrait robot de nos champs aujourd'hui en 2026? Des grandes cultures, de l'élevage, des fruits, on pense à la vigne. Quel est le portrait robot de notre agriculture? Alors, en France, on a une diversité de terroirs exceptionnelle. On a une diversité de terroirs exceptionnelle. Alors, le terroir, c'est le sol, le climat et l'homme, hein. C'est le triptyque entre les trois. C'est la définition même du terroir. Donc, on a des sols très différents, des altitudes très différentes, des montagnes, des plaines, des marais, des côtes, une ouverture à la mer. On a également de la vigne, de l'arboriculture, du maraîchage, des grandes cultures, de la production animale. Enfin, on a tout. Des bocages, des paysages beaucoup plus ouverts aussi dans la Beauce. C'est la diversité agricole française qui en fait son succès. Après, il y a des défauts, il y a des qualités également. Sur la qualité, il faut savoir qu'on est un équilibre très intéressant entre la productivité et la qualité. Contrairement à d'autres pays développés où ils ont un déséquilibre entre la productivité avec une qualité inférieure. La France accorde, et d'ailleurs c'est très intéressant dans un pays développé, parce elle accorde encore une importance très importante au terroir, aux produits de qualité, aux AOC, aux IGP, chose qu'on ne retrouve pas forcément, ne serait-ce qu'en Angleterre. Vous allez en Angleterre, ils n'ont pas le même apport culinaire que peut avoir, la même passion que peut avoir un Français pour ses fromages, son vin, son cassoulet, tous ces petits plats régionaux et toutes ces déclinaisons et sous-déclinaisons régionales qu'on puisse avoir. Donc ça en fait une force. Sa force, donc équilibre entre qualité et quantité. Il y a cependant des défauts, notamment au niveau de l'utilisation de certains pesticides, au niveau impact environnemental, mais ces défauts, progressivement, les agriculteurs commencent à réfléchir à des alternatives, même si ce n'est pas encore assez rapide à mon goût. Il en faudrait d'ailleurs investir dans la recherche à ce niveau, parce que seul l'agriculteur ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc ce sont des qualités en réalité. Par contre, il y a un défaut principal, c'est qu'en étant attaché à nos terroirs tels qu'ils sont maintenant, le camembert par là, le comté par-ci, le salers par-là, le cassoulet ici, la moutarde ici. Enfin, vous savez très bien de quelle région je parle à chaque fois que je parle de ces produits-là. Mais en étant attaché à nos terroirs, c'est une forme aussi de boulet, on va dire, de boulet, mais qui a été positif jusqu'à présent, mais c'est un boulet à la transition. On n'arrive pas à sortir de ces terroirs et de créer les terroirs du futur. Typiquement, on a l'impression qu'en 2050, on aura toujours du lait au même endroit, du camembert au même endroit, le salers au même endroit, le maïs au même endroit pour nourrir les canards au même endroit. Enfin, non. Non, non. En fait, on a du mal de cette qualité et de cette exception qu'on avait en France. On a nos traditions qui nous suivent et nos traditions, c'est un frein à l'évolution. Ce que je propose dans une évolution agricole, c'est pas forcément une évolution. On a l'impression que l'évolution va forcément être négative, que forcément on va produire de mauvais produits de terroir.
La réalité est qu'on peut produire de nouveaux produits de terroir, de très bons produits de terroir, mais adaptés aux sécheresses et aux canicules. On va en discuter, c'est l'évolution des filières. C'est une forme d'adaptation au changement climatique. Des forces, des faiblesses. Alors, je reste un petit moment sur les risques climatiques. J'aimerais bien les connaître. Quels sont les principaux risques climatiques qui touchent déjà l'agriculture en France? Alors, il y a des principaux risques climatiques que nous avons connus notamment depuis 2019. On les a tous connus, hein. Si on prend par exemple l'année 2021, on a eu une très forte douceur à la sortie de l'hiver, une floraison précoce et, ayant toujours des risques de gel en avril, une très forte perte de rendement en avril à cause de gel d'avril. La floraison précoce est un des risques du changement climatique, donc l'exposition au gel d'avril l'est également. Deuxième point, 2022 et 2026, c'est à peu près pareil. On a eu 3 canicules en 2022, comme en 2026 pour le moment, et une sécheresse majeure. Donc, l'augmentation de la fréquence des canicules, leur intensité, et puis le débordement sur mai et septembre, c'est aussi un poids qui pose, notamment pour les cultures d'été. C'est un petit peu moins important pour les cultures d'hiver, comme le blé, l'orge ou le colza, qui vont être cultivées de l'automne jusqu'au printemps, voire la fin du printemps. Sur ces cultures-là diverses, c'est plutôt des excès d'eau. Ça, c'est plutôt 2023 et 2024. On a eu des excès d'eau, donc on a des excès d'eau d'hiver, des sécheresses très importantes en été. Et le dernier point, un des facteurs le plus connu, on va dire, en arboriculture, mais le moins connu du grand public, c'est le manque de froid. Le manque de froid est très néfaste pour la qualité de la floraison des arbres fruitiers. Un arbre fruitier, il a une très bonne floraison si l'hiver a été froid. S'il y a un bon cumul de froid, la floraison est bonne. Et derrière, si on a une bonne floraison, on peut avoir un bon rendement. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de canicule et de sécheresse entre-temps ou d'excès d'eau sur la floraison. Mais ceci dit, il y a un potentiel d'avoir un bon rendement. Donc, je résume. Douceur hivernale avec floraison précoce. Problème de manque de froid sur ces floraisons, justement. Canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, sécheresses qui deviennent de plus en plus longues et qui impactent notamment les cultures d'été, et en hiver, les excès d'eau qui impactent les cultures hivernales. Ce sont des aléas météorologiques que connaissent bien les agriculteurs. Comment deviennent-ils des risques climatiques? Est-ce que tu peux nous faire de façon très pédagogique cette différence qui n'est pas très claire pour les non-spécialistes entre la météo et le climat, mais avec l'exemple de l'agriculture? Bah, je vais le comparer de façon originale en parlant d'agrométéo et d'agroclimato. L'agrométéorologie, c'est par exemple ce qui se passe cette semaine. Là, l'agriculteur, il y a une canicule qui est prévue, une quatrième d'ailleurs, qui devrait peut-être arriver dans les prochains jours, mais il y a une canicule en cours. Qu'est-ce que l'éleveur met en place pour protéger ses animaux d'élevage? Est-ce qu'il faut irriguer le maïs? Ou est-ce qu'il faut talquer, par exemple, certaines variétés de pommes? Talquer, c'est mettre de la poudre blanche pour éviter que la pomme s'échauffe, pour éviter les brûlures. Donc ça, c'est typiquement du court terme. L'agro-météo, c'est de la réaction à ce qui se passe dans la semaine pour protéger la culture actuelle. La météo, c'est le court terme. L'agroclimato, c'est différent. Je vais reprendre les mêmes exemples. Par exemple, est-ce qu'il faut que j'adapte mon bâtiment d'élevage par rapport à l'évolution de la fréquence des canicules en été? Est-ce qu'il faut que je rajoute de la brumisation et de la ventilation? Est-ce que c'est un investissement qui est intéressant à long terme? Parce que le climat, c'est du long terme. Est-ce que pour ma pomme que je dois talquer aujourd'hui, est-ce qu'au contraire, l'arbre va dépérir et va se retrouver plutôt à Bruxelles plutôt qu'à Toulouse? Est-ce que les filières vont remonter vers le nord? Quelle filière implanter? Quel type de pratique avoir sur le sol à long terme pour qu'il soit adapté aux sécheresses et aux canicules? Est-ce que je dois changer de race de vache laitière ou carrément d'espèce, plutôt avoir des chèvres et des moutons, parfois plus résistants aux fortes chaleurs? Donc ça, c'est des questions long terme et donc le climat, c'est le long terme à la différence de la météo qui est le court terme. Tout à l'heure, tu parlais des forces, faiblesses. Est-ce que tu dirais que la crise climatique qui frappe déjà le secteur, bah, c'est, j'allais dire, un coup dur supplémentaire ou ça peut paradoxalement, à cause de cette faiblesse, devenir un moteur pour sa réinvention? Tu te situes de quel côté si je te propose ce choix? Ah, on peut voir les choses dans les 2 sens. Le fait d'avoir été très fortement impacté par les canicules de 2026 est une forme de faiblesse et d'une non-anticipation, tandis que peut-être en se disant qu'en se prenant ce mur, peut-être que ça va nous faire réagir à long terme. Alors moi, j'aurais préféré qu'on écoute les scientifiques il y a 20 ans et qu'au lieu de se prendre le mur pour réagir, qu'on ait réagi en amont. Typiquement, il y a certains bâtiments d'élevage du nord-ouest de la France, qui sont
très bien, hein, très propres, mais qui sont pas forcément faits pour les canicules. Et donc, dans certains bâtiments, on peut avoir une très forte mortalité. Je rappelle qu'on a eu entre 3 et 6 millions de mortalités de volailles durant la canicule de juin. On n'a pas encore les chiffres de juillet. Donc, investir dans des ventilations, brumisation et type d'aération du bâtiment ou changement de couleur, changement de matériaux, cela suggère qu'il y a des investissements à faire. Sauf que les agriculteurs n'étant pas rémunérés à leur juste valeur, ayant des difficultés économiques, enchaînant les différentes crises, ils ne peuvent pas actuellement investir dans ce type de bâtiment, du moins ce serait économiquement trop risqué. On est dans un impasse où l'agriculteur ne peut plus faire ses travaux de transition et plus on prend du retard, plus les travaux de transition sont coûteux. Donc pour moi, il faut mettre en place tout un système d'évolution au niveau de la fourche à la fourchette. C'est pas que l'agriculteur qui doit soutenir tout ça. L'agriculteur, bien sûr, travaille sur ce sujet. Ensuite, il y a les industries agroalimentaires qui achètent à ces agriculteurs qui peuvent investir également. Il y a également le consommateur qui peut travailler sur l'achat de matériaux français, notamment pour investir dans ces évolutions. Et ensuite, on a l'État qui peut être un chef d'orchestre, ou les régions, ou les départements sur l'évolution de ces filières agricoles. Donc non, moi je peux pas dire que c'est bien d'avoir pris une canicule en 2026, ça nous prend un mur et nous fait prendre conscience. Bah, en fait, c'est tellement dommage de devoir prendre conscience par le fait accompli, au lieu d'écouter les scientifiques et d'anticiper en amont, sur, l'augmentation de cette fréquence, de canicule. Plus on retardera l'adaptation, plus elle sera, coûteuse en réalité. Et il faut dire, hein, de façon objective, que le compte n'y est pas encore. Alors, pour l'agriculture, en termes de baisse des émissions de CO2, parce que c'est une des particularités de ce secteur, c'est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais c'est aussi celui qui peut faire partie le plus peut-être de la solution avec, si on nommait les transports et les voitures électriques, par exemple. Le Haut Conseil pour le climat a été sévère cette année avec l'agriculture. Les émissions du secteur n'ont baissé que de 0,7% en un an. Mais toi, tu dis donc, et on commençait à l'entendre, que l'agriculture, c'est aussi une partie de la solution. Explique-nous ce paradoxe. Comment un secteur qui est émetteur encore aujourd'hui fortement peut devenir un secteur porteur de solutions? Alors l'agriculture, il me semble que c'est 19 des gaz à effet de serre français. Le transport reste devant. Il me semble à quelques pourcentages près que c'est 30 et il reste l'industrie à 19 à peu près comme l'agriculture. L'agriculture a ce pouvoir d'être à la fois émetteur de gaz à effet de serre. Alors, les principaux pôles, c'est le méthane. La moitié des émissions viennent notamment des rots des animaux type bovin. Donc, c'est le méthane qui sort et qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant, de l'ordre de 10 fois plus à 20 fois plus puissant que le CO2. Il faudra juste vérifier cet ordre de grandeur parce que je l'ai oublié. Donc le méthane, est une très grosse, partie, du problème. Ensuite, nous avons, les engrais et nous avons, tout ce qui est séchage, tracteurs, transport et cetera, qui peuvent également, faire, partie, des émissions de gaz à effet de serre. Alors on dit aussi que c'est une des solutions, parce que l'agriculture a le seul pouvoir, tout comme le sol, la forêt, je mets de côté la sylviculture, l'océan, pardon. Hem, l'agriculture peut, en travaillant sur le paysage, l'arbre, le sol, stocker du carbone. C'est-à-dire grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus inverse de la respiration. La respiration, c'est je prends de l'oxygène et je relargue du CO2. C'est ce qu'on fait, nous, en discutant là, par exemple. Tandis que l'arbre va prendre du CO2 et relarguer de l'oxygène. Il fait l'inverse. Et ce carbone qui reste piégé donc dans la feuille va en faire les feuilles, les tiges, le bois. Et puis ensuite, ça va se décomposer sur le sol. Les micro-organismes vont récupérer ce carbone en mangeant les feuilles, les tiges, le bois qui se décompose. Et les micro-organismes mourants vont venir déposer ce carbone ensuite dans le sol pour faire l'humus et la vie d'ailleurs de ce sol. Donc, c'est-à-dire que les techniques agricoles peuvent, par exemple, en plantant des haies, en entretenant certaines haies ou même certaines forêts, en plantant certains arbres dans les pâtures, en plantant des arbres parfois dans les parcelles comme l'agroforesterie, en plantant des arbres dans les vignes également, en travaillant sur un sol plus vivant qui stocke mieux le carbone, comme moins de labour, plus de couverts végétaux. Le couvert végétal, c'est aussi des végétaux qui permettent
de récolter du carbone de l'air, quoi. Même le maïs, même le tournesol sont des plantes qui récupèrent du carbone de l'air. L'irrigation, d'ailleurs, participe à la récupération du carbone de l'air, puisqu'elle accélère la photosynthèse. Cependant, le problème, c'est pas l'accélération de la photosynthèse, mais c'est la disponibilité en eau, parce qu'il y a une limite après sur l'irrigation, bien entendu. Mais il faut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter le stockage du carbone. C'est-à-dire qu'une des sources de financement de l'agriculture, ça va être sûrement de payer ces stockages du carbone, de planter ces haies, de planter ces arbres isolés dans les pâtures, de remodifier l'ensemble du climat et donc en maîtriser l'écoulement de l'eau, le microclimat et le vent. Ça fait partie aussi des solutions. Le paysage fait partie des solutions par rapport au changement climatique. J'entends, c'est une proposition forte que tu as, que tu martèles quelque part, de donner un rôle rémunéré hein, aux agriculteurs pour ces services rendus bah, j'allais dire, par la nature, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tu as décrit hein, l'agroécologie, donc arrêter de labourer, couvrir les sols. Les sols, c'est vraiment très important dans la solution. Comment sont nos sols aujourd'hui et comment pourraient-ils aller mieux? Alors, il est inenvisageable de parler de solutions sans parler du sol. Quand on parle de solutions agricoles, on est obligé de faire de l'agronomie. C'est pas que de la technique, c'est pas que de l'OGM, c'est pas que de l'irrigation, du numérique. Le sol, c'est la base. Qu'on soit d'accord, le sol, c'est la base. Et malheureusement, depuis 1945 jusqu'à peu près aux années 2000, le sol est devenu un support pour les racines des végétaux, support qui n'a pas forcément trop d'intérêt à appartenir à la plante, et puis on lui apporte des produits de synthèse pour pouvoir fertiliser derrière. Et ça, c'est une agriculture qu'on avait eu en tête depuis 1945, qui a forcément et heureusement beaucoup évolué ces 30 dernières années notamment, puisque l'agriculteur considère maintenant que le sol n'est pas qu'un support, mais une source d'eau et de fertilité. Le taux de carbone du sol, qui représente, on va dire, la vie de ce sol, a tendance à avoir baissé suivant les régions, par exemple beaucoup pour les sols viticoles ou les grandes plaines ouvertes comme la Beauce, entre autres. Mais ceci dit, ils ne sont pas morts. Contrairement à ce qu'on peut dire, par exemple, on dit les sols sont morts, ils sont infertiles. Non, ils ont commencé à perdre de leur vitalité, parfois de façon assez importante, mais un sol mort remet beaucoup de temps à retrouver sa vie, parce qu'il n'y a plus l'activité microbienne qui lui permet de retrouver sa vie, tandis qu'un sol ralenti est un sol que si on revient sur des techniques qui remettent en place le micro-organisme, bah, c'est un sol qui va reprendre rapidement entre 2 et 7 ans pour avoir un résultat satisfaisant. Donc, quelles sont ces pratiques? C'est moins ou pas de labour, bien sûr selon le type de sol, selon sa profondeur, selon le taux d'argile aussi. Certains sols très argileux, il faut les labourer de temps en temps. Bien sûr, il y a le couvert végétal qui, lui, va permettre de stocker du carbone et de faire remonter le taux de matière organique. Le non-labour, lui, va permettre d'avoir une structure verticale par les galeries des insectes qui eux-mêmes vont labourer le sol au fil des années très lentement. Avec ces galeries aussi verticales, on peut avoir une absorption de l'eau qui est meilleure. Le tout et l'objectif, c'est qu'on fasse baisser la température du sol grâce au couvert végétal et qu'on retienne mieux l'eau dans ce sol par la vie du sol. Plus le sol est vivant, plus l'eau est stockée dans ce sol. Alors jusqu'à une certaine limite, bien sûr, s'il tombe 800 millimètres en 3 mois, oui, le sol sera inondé comme tous les autres. Ou s'il ne pleut pas pendant un an, comme dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques années, bah oui, là, le sol est aussi sec. C'est un tampon, ça fait gagner quelques jours, quelques semaines sur l'installation d'une sécheresse ou d'une inondation, mais ça ne permet pas de s'affranchir des plus gros extrêmes climatiques. Donc le sol, premier point, est l'une des solutions les plus importantes. On comprend hein, en t'écoutant qu'il y a tout un chapelet de solutions, hein, que c'est multifactoriel, qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, mais que avec la science, avec les connaissances, bah, on peut aller dans la bonne direction. Et je rappelle notre trajectoire, en tout cas celle qui a été retenue par l'État, c'est plus 2,7 degrés en 2050. C'est la température à laquelle il faut se préparer. Quelles cultures dans ce contexte bah, vont monter vers le nord du pays? Qu'est-ce qui arrive par le sud et qu'est-ce qu'on devrait accepter peut-être de devoir laisser partir ailleurs qu'en France? Ouais, j'aime beaucoup ce concept de multisolution que tu parlais. Je reviens juste sur le sol 2 minutes. Mhm. Par exemple, si tu as un sol très peu profond,
mais très vivant, très peu profond. La profondeur du sol garantit, on va dire, la profondeur de l'éponge. Le sol, c'est comme une éponge. Si tu as une éponge de 1 centimètre, elle stockera moins d'eau que si tu as une éponge de 5 centimètres. Bon, le sol à 30 centimètres de profondeur, c'est un sol pas très profond. Dans la Beauce, par exemple, on peut avoir jusqu'à 2 mètres de profondeur, ce qui est très intéressant pour les racines. Sur un sol qui soit vivant, non labouré, avec du couvert végétal, s'il est peu profond et qu'on met du maïs dessus et qu'il fait 40 degrés et très sec, ben, c'est pas logique. Derrière, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on plante sur ce sol. Ça va pas résoudre tout le problème. Si par exemple on prend le maïs, j'aime bien le prendre puisque toutes les modélisations agroclimatiques autour de Toulouse, par exemple, montrent une baisse du rendement du maïs, notamment sur les sols les moins profonds, donc ceux qui gardent le moins d'eau, notamment aussi quand on n'a pas d'irrigation. On a une stabilisation par contre des rendements du maïs dans les sols les plus profonds avec irrigation, à condition de pouvoir irriguer, ceci dit, suivant les arrêtés sécheresse. Donc c'est très risqué de travailler uniquement sur du maïs dans le sud-ouest de la France. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas disparaître. Ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de surface en maïs, mais il faut en développer autre chose. Et le problème, ça vient de cette autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du maïs pour garder une économie? N'oublions pas que c'est une économie, hein, l'agriculture, et que derrière, il va falloir que ça soit productif, que ça nourrisse les hommes, les animaux, que ça soit à la fois rentable, que quelqu'un l'achète, que quelqu'un le stocke, que quelqu'un le transforme et tout ça. Alors vous allez me dire, bon, prendre le sorgho, par exemple. Le sorgho, il est plus résistant aux chaleurs et aux sécheresses en laboratoire, par exemple, et c'est effectivement le cas. Par contre, sur le terrain, bah, le sorgho aussi, il subit les sécheresses et il n'a pas la même qualité nutritive que le maïs. Il ne produit pas la même biomasse aussi que le maïs. Il n'est pas aussi rentable. Donc c'est là où on voit le problème. C'est que si on veut remplacer certaines cultures par d'autres, il faut en développer la filière. Donc, améliorer la génétique, la correspondance avec les sols locaux, les dates de semis, les dates de fertilisation, toute la chaîne de transport, de logistique, de transformation, d'investissement, de stockage, de refroidissement, enfin, c'est énorme. C'est énorme en fait. C'est pas juste l'agriculteur qui travaille là-dessus. Donc on aura de nouvelles remontées. On peut parler du sorgho si on améliore sa génétique. On peut parler de la pêche plate qui débarque dans le sud de la France, du kaki. Par exemple, le melon qui remonte aussi dans le nord de la France, le maïs, le tournesol qui remonte en Normandie et dans le nord de la France, mais qui disparaissent progressivement par le sud de la France. L'huile d'olive qu'on implante de plus en plus autour de Toulouse et de Bordeaux, alors qu'avant c'était plutôt en Méditerranée, très intéressant parce qu'on prend des filières espagnoles qui se désertifient. Les légumes d'été, type courgettes, melons, tomates, donc la ratatouille, tout ce qui est de la ratatouille, eh bien, eux ont tendance à remonter vers la Normandie, Nantes, Nantes qui produit de la mâche, de la salade, du poireau actuellement pour faire un petit peu cliché, désolé pour les Nantais, mais derrière, on pourra derrière planter de l'aubergine, du melon, de la tomate en été. Et ce sera très intéressant. C'est-à-dire que savoir qu'est-ce qu'on produit, où on produit suivant l'évolution climatique, c'est aussi une très grosse maille d'adaptation au changement climatique. C'est d'ailleurs mon cœur de métier. Mais pour cela, le seul frein, et qui est majeur, hein, c'est le développement des filières qui doit faire investir les départements, les régions, l'État, les industries agroalimentaires, les agriculteurs, les consommateurs, les cantines. Ça ne peut pas être qu'agricole, cette évolution. Et on peut aussi entendre une certaine angoisse, peut-être, chez les agriculteurs eux-mêmes. Tu vas nous dire quelles sont les remontées du terrain. Ce sont les premiers concernés pour leurs revenus, pour se projeter dans l'avenir. Mais est-ce que tu dirais, je crois connaître la réponse, mais que les compétences sont déjà là, à portée de main, et qu'avec un bon accompagnement, cette transition peut se faire à Mais relativement clairement, brève échéance? mais clairement, les agriculteurs ne sont pas stupides. Si par exemple on investit dans la pistache du côté de Cavaillon, ils vont savoir comment la planter, ils vont se renseigner, ils vont se former. Il faut leur faire confiance. Mais derrière tout ça, il en faut les moyens. Il en faut les moyens. Il en faut déjà la confiance, parce que c'est vrai que au niveau agricole, on a plus l'impression qu'on est des grands, grands, grands pollueurs et que tout va mal, alors qu'il y a des efforts qui sont faits. Je ne cache pas du tout qu'il peut y avoir des problématiques par rapport aux produits phytosanitaires notamment, mais qu'il y a des évolutions qui sont faites et qu'il faut les encourager. Il faut plus être dans l'encouragement que dans la dénonciation, sinon on va tous patiner. Et donc, dans cette évolution-là, les agriculteurs, ils sont capables de faire ces transitions à condition qu'on leur donne les garanties que ces nouvelles productions seront achetées et qu'elles seront achetées
au prix qui correspond aussi, à leur prix, d'investissement pour amortir ces investissements et malheureusement, on n'a pas ces garanties-là. Donc c'est un espèce de serpent qui se mord la queue, des agriculteurs qui veulent faire évoluer, mais ils n'ont pas les moyens d'évoluer, l'État n'a pas les moyens de leur donner, donc on a de plus en plus de pertes de rendement et donc on a de plus en plus d'enveloppes à donner aux agriculteurs pour faire des pansements sur ces pertes de rendement et donc on a moins d'argent pour investir sur le long terme et on pense qu'au court terme. Enfin non, il c'est enfin, on est dans un cercle vicieux, alors qu'on aurait les moyens techniques, c'est juste les moyens financiers qui manquent. On a les moyens techniques, hein. Les cartographies d'aires de répartition des cultures, je les fais régulièrement et je les diffuse sur les réseaux sociaux. Je travaille avec l'État sur ce sujet. On a ces connaissances-là. On pourrait très facilement inventer de nouvelles recettes. On pourrait inventer de nouveaux plats régionaux. On l'a fait pendant tous ces derniers siècles. Le cassoulet et la choucroute ne sont pas arrivés d'un don divin, hein. Ça a été toute une construction sociale et économique sur un territoire. On peut le refaire, mais il en faut les moyens. Moi vraiment, le seul aspect qui bloque, c'est qu'on ne se donne pas les moyens à long terme d'investissement. C'est pas 3 milliards, hein, mais c'est des centaines de milliards d'euros qu'il faudrait, en incluant la forêt aussi, dans cette problématique-là. Oui, et puis je le disais, hein, les ressources, enfin le produit des ventes de l'agriculture en France, c'est 89 milliards d'euros en 2025. Ça donne quand même une idée, hein, de l'ampleur des productions en France et de ce qu'il faut considérer. Et je me demandais, est-ce que on peut dire aujourd'hui, d'après tes modélisations, que certaines des cultures bien connues en France vont disparaître, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus sur le territoire, mais elles vont remonter au nord ou ailleurs? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons de disparition, soit climatiques, soit économiques, par exemple de la concurrence moins chère à l'étranger. Donc là, on va se garder, ou soit carrément que les agriculteurs disparaissent, on est sur une pente descendante en nombre d'agriculteurs. Là, on va garder justement le climatique, on va considérer que le reste se passe bien. Alors, on a une diversité tellement importante de climats en France que on ne pourra pas voir la disparition de certaines cultures. Soit elles remonteront en altitude, en latitude, donc vers le nord, ou vers les sommets des montagnes, mais on ne peut pas avoir une disparition, même pour le maïs qui est tant décrié. Par exemple, le maïs, on a des hausses de rendement qui sont attendues en Normandie et en Nord-Pas-de-Calais. Donc ce sera une culture qui pourrait être intéressante plus au nord. On aura quelques champs de maïs plus au sud, parce qu'on aura une évolution génétique d'ici là, je l'espère, qui permettra quand même de garder un rendement suffisant, mais pas, pour en faire, la 1 pilier de l'économie du territoire. C'est-à-dire qu'on aura peut-être quelques champs, qui resteront quelques pourcentages, du côté de Toulouse. Par contre, en parallèle, il va falloir développer, bien sûr, de nouvelles filières à la place du maïs. Hem, sur, les nouveaux potentiels, on a tout un nouveau potentiel de maraîchage et d'arboriculture qui pourrait arriver, par le sud de la France, et notamment du côté du nord-ouest de la France, ça pourrait être très intéressant. Pour le lait aussi, on aura des difficultés très importantes. On verra par exemple la perte de vitalité, voire disparition dans certains coins des vaches laitières, très sensibles aux fortes chaleurs dans le sud de la France. Par contre, du côté de la Normandie, du Nord-Pas-de-Calais ou de la Bretagne, on aura toujours une ambiance thermique qui pourrait être favorable à la production de lait, avec quelques canicules cependant en été, mais ce sera mieux que dans les autres régions. Le problème principal va être la nutrition avec le maïs et le fourrage qui pourrait manquer, en certains étés. Donc voilà, il n'y a pas de disparition, c'est un redispatchement, des cultures vers le nord. Par contre, on a l'apparition de nouvelles filières qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir par le sud de la France. On va dans un instant parler d'un sujet important, un sujet qui peut fâcher aussi certaines personnes, c'est le sujet de l'eau. Mais je me dis qu'en t'écoutant, certaines personnes doivent se demander, mais sur quel outil travaille-t-il, avec quels matériaux travaille-t-il pour pouvoir nous dire tout ça, justement, de façon scientifique? Comment tu procèdes en quelques mots? Alors, moi, je me rattache aux résultats du GIEC. C'est-à-dire que le GIEC nous transmet des séries climatiques, qui nous permettent, de se projeter dans une ambiance climatique future. Or, dans nos centres de recherche agronomique, on a aussi des chercheurs très pertinents, très intéressants, notamment à l'INRAE, qui ont travaillé sur la courbe de réponse à la température du maïs, du tournesol, la réponse à l'indice hydrique des sols, donc la sécheresse, du blé, de l'orge, du colza, de la fétuque, de la luzerne, donc des graminées fourragères, ce que mangent les animaux dans les pâtures, par exemple, les prairies. Hem
Tout ça, il y a plein de petits bouts comme ça qui ont été faits par des chercheurs qui ont été très spécialisés sur une plante ou un sujet. Donc toutes ces équations, on les récupère et on en fait un modèle. C'est-à-dire que on va pouvoir reprendre la croissance de la plante en 3D parce qu'on connaît la photosynthèse, on connaît la croissance de la feuille, la croissance de la tige. Il y en a qui a bossé sur les racines, sur les échanges de minéraux avec le sol, sur l'eau dans les sols. Enfin bref, tellement de connaissances qu'on peut reproduire une plante en 3D. On va lui appliquer un climat futur et voir comment se comporte ensuite la plante en 3D et donc en évaluer si elle va subir des pertes de rendement dues à la canicule, à la sécheresse. C'est ce qu'on appelle la modélisation agricole. C'est une agrégation de toutes les connaissances expérimentales qu'on a eues depuis un siècle et demi dans un seul et même grand calculateur qui permet de reproduire la plante et donc on lui applique un climat futur. C'est comme ça en fait qu'on travaille. Donc c'est de la modélisation ou des indices agroclimatiques, enfin voilà. Et ça nous permet de faire des cartographies de perte de rendement, de voir que le rendement remonte en Russie, disparaît par le sud-ouest de la France. Et tout ça nous permet d'anticiper à 20-30 ans. Parce que tout ce que je vous ai dit sur le sol et les filières jusqu'à présent, le sol, c'est entre 2 et 7 ans pour trouver un équilibre, et les filières, c'est 20 à 30 ans. C'est hyper long en réalité. Ça veut dire que je dois savoir en 2050 est-ce qu'il s'adapte sur un territoire pour pouvoir développer une filière. Ben, si c'est un arbre, un pissachier, un abricotier, une pêche plate, un kaki, un effilier, un avocat, de la mangue, de la figue de Barbarie, enfin, il y a énormément de choses, hein, et on n'est pas à court de solutions. Eh bien, il faut que je sache en amont où le planter. Parce que l'arbre, il va mettre 5 ans pour produire son premier fruit et 10-15 ans pour avoir une taille suffisante pour être Mmh. intéressant. Et Donc, on ne peut pas juste planter l'arbre en 2050. Il faut le planter en amont et anticiper. et la France est un pays très administré, une démocratie aussi. Il y a des plans d'adaptation. Alors, tu disais que c'était insuffisant, qu'on n'allait pas assez vite, notamment sur le volet financier. Mais dirais-tu quand même qu'il y a cette vision à 20, 30, 40, 50 ans sur les espèces au niveau des ministères ou du Parlement? Non. Non, non, la réponse est claire, là, c'est non. Enfin, il y a peut-être une vision à la fin de l'année pour le ministère. Voilà. Et il y a plein d'autres enjeux que le climat. Tu as aussi l'Ukraine, tu as aussi la guerre, tu as aussi enfin, il y a plein d'autres enjeux géopolitiques. Mais non, on n'a pas une vision à 20-30 ans. Pourtant, l'ONF a travaillé avec l'INRA et il me semble, je suis pas sûr de l'association des deux, mais on a travaillé sur le site Clim Essence avec un s.fr pour savoir quelle essence forestière s'adaptera dans quelle région d'ici 2050 et 2100. Là, je travaille actuellement sur la même chose au niveau des arbres fruitiers, au niveau des grandes cultures, au niveau de plein de choses. Heu heu oui, on a cette vision, on peut l'avoir, mais on n'y tend pas, on n'y tend pas. On a toujours, le même pourcentage de champs de maïs à peu près dans le sud-ouest de la France. Le blé et le colza sont à peu près au même endroit. On a quelques agriculteurs qui, par leur initiative personnelle, prennent des risques économiques pour investir dans une nouvelle filière, mais on ne peut pas avoir une économie régionale, nationale, internationale avec des agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'en faire connaître, ces nouveaux AOC, IGP, ces nouveaux signes de qualité, ces nouvelles non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait une vision plus globale et plus long terme et qu'on a clairement pas actuellement. On entend ton alerte et on espère pour les agriculteurs qu'elle parviendra dans les bureaux, à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Je dézoome un peu donc sur l'eau, évidemment. Sans eau, rien ne pousse, on le sait tous. Mais c'est aussi un sujet qui fâche. C'est peut-être un sujet lié à l'agriculture qui est devenu qui est redevenu de plus en plus politique. Un sujet vital. Il anime ces dernières années régulièrement le débat public à mesure que des sécheresses se font connaître et certaines solutions émergent, contestées pour certaines. Je veux parler de la gestion de la ressource en eau, de son utilisation pour l'agriculture. Tu viens justement de publier quelque chose de très parlant sur les réseaux sociaux. C'est une image satellite du centre-ouest qui montre que même les parcelles qui sont irriguées souffrent beaucoup plus en 2026 qu'en 2025 au même endroit avec la même irrigation. Pourquoi? Parce que certains seuils de chaleur ont été dépassés et tu écris: «L'eau ne suffit plus à éviter les pertes de rendement». Alors, explique-nous où se situe désormais dans cette prévision 2050 le débat sur l'eau.
Tu dis que stocker de l'eau va devenir inévitable. Le Haut Conseil pour le climat, lui, vient de qualifier les méga-bassines, qui sont une des techniques de stockage de l'eau, de mal-adaptation. La Cour des comptes rappelle que les prélèvements pour l'irrigation ont plus que doublé en 10 ans, alors que l'eau renouvelable baissait de 14% sur ces 10 dernières années. Donc on a moins d'eau disponible. Que faut-il faire? Où est la ligne entre une réserve d'eau utile et une maladaptation, selon toi? C'est là où, effectivement, oui, c'est le cas. C'est un discours très passionnel qu'on peut entendre à la télévision. La question qu'on me pose souvent quand je passe à la télévision, c'est est-ce que je suis pour ou contre les méga-bassines? Alors, déjà, le terme méga-bassine, bon, j'aime pas trop ce terme. Et ensuite, pour et contre, j'aime pas du tout cette question. Parce qu'on ne peut pas être pour ou contre dans un élément où il y a énormément aussi, c'est un millefeuille au milieu. Au milieu de ce oui et de ce non, il y a du peut-être sur certains types de sols, peut-être sur certains types de cultures, peut-être pour certains agriculteurs, peut-être dans un certain souci économique aussi par rapport à cette réserve en eau, peut-être sous certaines formes de réserve en eau, il y a plein de formes de réserve en eau, ou peut-être par rapport à une évolution agricole en parallèle. C'est là où c'est important. Moi, mon problème n'est pas de savoir s'il faut stocker cette eau. C'est juste inévitable dans un contexte d'évolution climatique. Oui, il va falloir stocker de l'eau, c'est juste inévitable. Mais il y a le mais derrière. Et on s'arrête là à la télévision, on s'arrête à oui. Derrière, il y a le mais. Il y a le mais, et le mais, c'est pourquoi on va stocker cette eau. Hmm. Pour quel système agricole, pour quel type d'agriculteur, pour combien d'agriculteurs, pour quel rôle économique sur le territoire et combien de réserves en eau il y aura sur le territoire. Non, il y a plein de questions qui se posent derrière. Parce que si c'est par exemple faire une réserve en eau pour irriguer, je prends le cas le plus extrême, c'est pas toujours le cas le principal, mais c'est le cas le plus extrême. Pour irriguer du maïs dans le centre-ouest de la France, maïs destiné à l'export pour nourrir des animaux ou pour nourrir des animaux français, d'ailleurs. Hmm. Là, c'est une forme de maladaptation. Par contre, si vous voulez, on peut garder le maïs. Si on a plus de haies autour de cette parcelle pour limiter le vent et limiter l'écoulement de l'eau lors notamment des orages estivaux, sans non plus mettre des haies partout, c'est pas ce que je dis. C'est quelques haies, un peu plus d'arbres sur le territoire pour limiter l'évapotranspiration, notamment lorsque le vent souffle par le nord-est, ce qu'on appelle la bise, un vent très sec, notamment dans le centre-ouest de la France. Premier point. Deuxième point, un sol plus vivant. Moins de labour ou pas de labour, plus de couverts végétaux. Bien sûr, dans le cas du possible, si le couvert végétal ne pousse pas parce qu'il fait trop sec, bah, c'est pas grave, on en mettra sur une autre partie de l'année. Euh, donc, une gestion paysagère et du microclimat plus intéressant. Une gestion aussi du sol. Une génétique peut-être de ce maïs, si on garde ce maïs, qui soit un petit peu plus performante avec le temps, un système d'irrigation peut-être connecté, plus performant. Ok, donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble plus à un puzzle de solutions qu'une énorme pièce de puzzle qui est la réserve en eau et la seule solution. Derrière, si ce n'est pas suffisant, il va falloir réfléchir à des espèces qui consomment moins d'eau. C'est-à-dire, peut-être passer à du tournesol, peut-être passer à du sorgho. Bien sûr, il faut en faire évoluer la génétique pour qu'il soit plus performant, plus nutritif pour les animaux. Derrière, on peut voir aussi la présence des animaux sur le territoire. Le but n'est pas de réduire les animaux, peut-être réduire leur taille, changer d'espèce également. Repenser l'élevage dans sa globalité aussi dans notre système de consommation, réduire la consommation de viande, par exemple, en arrêtant d'importer de la viande et en la mangeant uniquement locale sur le territoire pour permettre à nos déjà éleveurs d'être mieux rémunérés et d'éviter de manger de la viande pas chère venant d'Ukraine, par exemple, pour ne citer que l'Ukraine ou l'Amérique du Sud ou la Pologne. On entend toutes tes nuances, en effet, hein, et notamment cette pensée en système que finalement les prochaines installations agricoles continuent de travailler autour de l'eau, alors parfois avec des réserves, mais avec ce paramètre beaucoup plus saillant de sa rareté peut-être ou de son abondance à certains moments. Quel est le rapport entre l'eau et l'agriculture que l'on peut projeter à l'horizon 2050? Bah, et c'est effectivement des excès d'eau durant la partie hivernale, avec un peu plus d'incertitude au sud de la France et plus vers le nord de la France, surtout le nord-est,
On a plus de certitude par rapport à l'augmentation de l'eau en hiver. Par contre, on a pas mal de certitudes sur la diminution de l'eau en été, qui, avec l'augmentation de la température, augmentant l'évapotranspiration, provoqueront des sécheresses plus longues. Donc, on a une accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Qui dit accentuation, qui dit il faut trouver des solutions pour garder notre eau le maximum possible. C'est ce qu'on appelle des tampons aux excès. Il faut tamponner l'excès haut et tamponner l'excès bas, tamponner l'inondation et tamponner la sécheresse. Pour ça, les réserves en eau sont intéressantes sous toutes leurs formes. Il n'y a pas que le modèle Sainte-Soline, bâche plastique, eau des nappes phréatiques. On a aussi l'eau d'écoulement, les eaux de déversement, les barrages de chute de montagne, etc., qui peuvent être intéressants pour l'irrigation ou pour d'autres formes sur l'économie. Premier point, ça c'est le plus simple à comprendre, c'est quand il y a de l'excès, on retient pour le déficit. Par contre, il faut comprendre qu'un paysage en lui-même, en entier, peut retenir de l'eau. L'eau peut être comprise dans les végétaux, dans le sol des forêts, dans le sol des pâtures, dans le sol des haies, ou alors tout simplement dans certains sols plus vivants, avec plus d'humus. En fait, l'eau, c'est pas juste de l'eau en dehors du système agricole pour irriguer, c'est aussi de l'eau dans le système agricole. C'est l'eau verte qu'on appelle ça. Donc, il va falloir absolument travailler aussi sur la structuration des paysages. Quand on a des excès d'eau, mettre des haies, par exemple, perpendiculaires au sens de la pente, permettre de ralentir la course de l'eau sur une pente et de lui laisser le temps de s'infiltrer. Là, on va me dire, mais qui finance tout ça? Parce que c'est toujours c'est le nerf de la guerre, hein, les finances. En Suisse, en Suisse, les régions, les villes, pardon, les villes, les impôts locaux financent les haies des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la gestion paysagère et écologique d'un paysage autour du village fait partie de la vie du village. C'est-à-dire que s'il y a énormément d'arbres, un écoulement d'eau ralenti, il y a moins de coulées de boue, et un écoulement d'eau ralenti, c'est de l'eau qui s'infiltre dans les nappes phréatiques. S'il y a plus d'arbres, c'est aussi un climatiseur la nuit, quand il y a un petit peu de vent pendant une canicule et que l'air frais rentre dans le village. Enfin, ça, c'est des services écosystémiques, services rendus par les écosystèmes pour l'homme, qui sont rémunérés. Ils ne payent pas que ce qu'ils achètent à manger, ils payent ce que l'agriculteur fait en plus de faire à manger, la gestion de l'eau, la gestion des paysages et la température des paysages. On entend hein, depuis le début de cet épisode, dans ce que tu nous expliques, que l'accompagnement futur des agriculteurs sera absolument central, selon toi, pour réussir. La rémunération pour les services écosystémiques, donc pour les paysages et la nature, payer un agriculteur pour le carbone stocké, tu nous as dit les haies à entretenir, être rémunéré comme en Suisse. Ouais, une autre idée. Est-ce que le système des subventions tel qu'il est pensé aujourd'hui, s'il était remanié, suffirait ou c'est, d'après toi, beaucoup plus d'argent qu'il faudra mobiliser? Est-ce qu'on a une idée de ça? Parce que tout à l'heure, tu parlais de milliards, parce que les Français, les Européens ont en tête la politique agricole commune. Pour l'instant, elle n'est pas du tout orientée vers ça, mais est-ce qu'on a les moyens, pour faire simple? Ah bah, clairement pas, en fait. En fait, l'agriculteur, dans les tables administratives, on le voit comme une surface et un rendement. Enfin, une surface en prise au sol, un rendement. Et on n'a pas assez de financement sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors, dans les nouvelles formes de la PAC, je crois qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été ajoutées que je ne connais pas par cœur, parce que la PAC, c'est un millefeuille administratif juste insupportable. Mais d'ailleurs, c'est un problème, l'administratif au passage pour les agriculteurs, on n'en a pas parlé. Mais si vous voyez, par exemple, prenant la PAC, on rémunère encore trop sur la quantité produite. On ne rémunère pas aux services écosystémiques rendus à l'écosystème pour pouvoir produire plus durablement. Ça, c'est une très grosse problématique. Alors, je suis pas en train de dire de planter des arbres partout et de manger des arbres. Non, on va pas manger des arbres. Le but, c'est quand même d'avoir une production agricole suffisante et intéressante. Mais c'est que ces arbres plantés ont un rôle dans la production. C'est pas juste pour faire beau. Ralentir l'eau, ralentir le vent, ralentir l'évapotranspiration, faire de l'ombrage, protéger les animaux. Voilà, ils ont un rôle dans la production. Donc, il faut pas en mettre trop, parce que sinon, dans ce cas-là, on n'aura plus rien à manger. Mais il faut pas ne pas en mettre du tout, parce que dans ce cas-là, on sera exposé à tous les vents et tous les soleils. Donc, il faut comprendre que le métier d'agriculteur, pour qu'il fasse une transition climatique, il faut le reconnaître, pas qu'uniquement à sa quantité produite, mais à sa qualité, les signes de qualité, et aussi
au sol, au carbone qu'il a stocké, à l'écoulement de l'eau qu'il a réussi à retenir pour l'infiltration dans les nappes phréatiques, à la présence de l'arbre, des kilométrages de haies qu'il doit entretenir pour les insectes, pour les oiseaux, parfois à la diminution des produits phytosanitaires s'il le peut, pour pouvoir, baisser la pression aussi, sur l'environnement. Donc c'est parfois même de l'énergie. Il y a de l'énergie. Alors les biogaz, je connais pas très bien, ceci dit. Sur les biogaz, il faut faire attention par rapport à la nutrition animale que ça remplace pas la nutrition animale pour le maïs, par exemple, en cas de sécheresse. Hem, il y a la production d'énergie verte, les panneaux solaires au-dessus des pâtures, voire au-dessus des cultures. Bien sûr, pas à la place des cultures, parce que là, je serais forcément contre, ou alors sur les toits, les poulaillers ou les laiteries ou les entrepôts. Heu, l'agriculteur, il a un métier qui est plus complexe que ce qu'on pense. Il ne produit pas qu'à manger. Il rend des services à l'écosystème, ou du moins, il essaye de les rendre au maximum, et derrière, il a aussi un rôle énergétique. On sent ton attachement, à l'agriculture et aux agriculteurs, hein, c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui va surprendre des personnes qui ne sont pas très au fait de l'écologie, parce que parfois on oppose, les objectifs climatiques, aux objectifs de l'agriculture. Mais les agriculteurs eux-mêmes, comment, reçoivent-ils ton discours? Alors, je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Moi, mon but, je peux faire des erreurs. Tu vois, par exemple, dans mon discours, là, j'ai peut-être fait deux, trois imprécisions. Peut-être que certains agriculteurs ont un peu grincé des dents, ou personne du grand public, parce que il y a eu peut-être deux, trois trucs qui n'ont pas forcément été parfaitement précis. Mon objectif, c'est pas d'être précis à la virgule du centième près. Mon objectif, c'est d'apporter de la nuance dans le débat. C'est mon principal rôle. C'est-à-dire que on dit pas oui ou non à certains sujets. On a du peut-être, on travaille avec le vivant, on travaille sur le court terme, le long terme. C'est de rappeler le court terme, le long terme, la nuance, les chiffres scientifiques, les faits, les opinions. Enfin, voilà, c'est d'essayer d'être le plus propre possible et d'apporter de la nuance dans le débat. Par exemple, peut-être que le discours que j'ai eu sur certains sols ne sont pas adaptés au sol méditerranéen, mais plutôt au sol de la Beauce. Peut-être que certains discours sur l'eau ne sont pas du tout adaptés au sud-ouest par rapport aux risques de sécheresse, mais ils seront peut-être plus intéressants à Lille. Mais c'est que j'aimerais bien que qu'on comprenne enfin qu'il y a une forme de diversité qu'il va falloir respecter, et notamment dans les formes d'adaptation à l'agriculture, qu'on le respecte. Donc, ceci dit, pour revenir à la question, je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Je fais une centaine de formations et de conférences par an à des milliers d'agriculteurs sur ce sujet. Donc cette année, il me semble que j'ai touché 27 000 agriculteurs pour l'instant. C'est beaucoup. C'est beaucoup, que ce soit en ligne ou en présentiel. Oui, parce qu'ils sont à environ 500 000 en France, hein, les Ouais, agriculteurs. c'est ça. C'est ça. Alors 27 000, ça paraît ridicule par rapport à 500 000. Mais il y a eu les années d'avant aussi où j'ai touché d'autres agriculteurs. Là, je parle sur 2026. Et donc, je ne compte pas les réseaux sociaux. Là, les réseaux sociaux, j'ai plusieurs millions de vues parfois sur certains posts, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Blue Sky. Donc, heu il y a beaucoup d'agriculteurs qui me suivent. Alors, encore une fois, je peux avoir un discours qui n'est pas toujours parfait, parce que certains agriculteurs sont extrêmement spécialisés dans leur domaine, connaissent par cœur leur type de sol et leur type de culture et leur génétique et tous les produits phytosanitaires qu'ils utilisent et tout ça, qu'ils maîtrisent parfaitement leur sujet. Moi, je suis pas agriculteur, donc je ne peux pas tout connaître par cœur. Par contre, pour le grand public, j'aime bien rapporter un peu de nuance pour montrer que les débats sont pas si simples que ça, qu'on peut les voir à la télévision. Et j'imagine qu'ils reconnaissent cette nuance, chez toi. On l'a tout à fait entendu. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler de ce projet que tu portes, à bout de bras et qui est déjà en ligne et qui est dans le fil rouge de cette, transmission des connaissances. C'est sur agroclimatologie.com. Parle-nous de ces cartes, de ces modélisations que tu rends publiques. À qui sont-elles destinées? Alors, ça dessert à toutes les personnes qui travaillent avec le végétal, pas forcément que les agriculteurs. Ça peut être, une mamie dans le Cantal qui a un grand potager. Typiquement, les cartes d'agrométéorologie.com ou .fr sont des cartes de la météo des vaches, la météo des poulets, la météo du maïs, la météo du blé. Donc c'est un petit peu les risques de perte de rendement par rapport aux données météorologiques de la semaine à venir. Est-ce que la canicule va faire diminuer de 7% les productions de lait dans certaines régions? Est-ce que c'est plus dans le sud, moins dans le nord? Quel jour sera le plus important? Voilà, c'est pour qu'on anticipe en fait les pertes de rendement sur les animaux d'élevage, sur les cultures, sur les risques à venir de gel, de canicule, de sécheresse, quels sont les impacts. Enfin, voilà, tout ça,
ça me paraît important de les aborder. Ça, c'est le premier service de ce style de cartographie météo de plein de cultures qui existent dans le monde, hein. C'est la première fois dans le monde qu'on fait ça. Pourtant, c'est assez simple à faire. C'est des équations de centres de recherche qu'on a appliquées à des prévisions météo et on en fait une cartographie. Donc, on a le séchage des fleurs, par exemple, de courgettes, de tomates quand il fait trop chaud, les risques d'effets sèche-cheveux pour les risques de feux de forêt. On a les risques de feux de forêt, on a le pollen aussi. On a les pertes de production de lait pour les vaches en fonction des canicules, les pertes de production pour les arbres en fonction du gel sur floraison, l'évapotranspiration, enfin, ouais, c'est assez compliqué à maîtriser, mais quand on le comprend, qu'on le maîtrise, qu'on comprend les indicateurs, et ben c'est assez didactique après. Et les agriculteurs, ils sont déjà 350 000, je crois. On a sorti le site il y a un peu plus d'un an. On a déjà eu 350 000 visites. C'est pour un site sur lequel je fais pas non plus la pub tous les jours, c'est déjà beaucoup. C'est des Voilà. outils d'aide à la décision, pour ceux qui ne sont pas sur le terrain, d'aide à la compréhension réelle, hein, sur des prévisions à court terme de ce qu'on a dit. L'aide à l'anticipation, c'est hyper important d'anticiper, tu vois? Et donc, le rendez-vous est pris, hein, c'est en ligne, agroclimatologie.fr alors, et .com, les deux fonctionnent. Je sais que tu fais appel à la générosité du public pour financer ce projet. Je mettrai cela dans la description de l'épisode. Je crois qu'on a été très complet. Merci pour ton temps, ta pédagogie, la Avec nuance plaisir. aussi. Mon invité était donc aujourd'hui Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, fondateur d'Agroclimat 2050. La cartographie donc est en ligne. Je le disais au début de l'épisode, on peut te retrouver en librairie avec Orage sur le climat. C'est chez HarperCollins. Et on peut évidemment te suivre sur les réseaux sociaux où tu décortiques chaque épisode climatique en temps réel. On te retrouve absolument partout, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur beaucoup de plateformes. Serge, merci d'être passé dans Soluble. Merci à vous. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.